Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux que vous soyez ici, qu'on puisse être réunis ici aujourd'hui, ce jour d'anniversaire le 149e anniversaire de la désincarnation d'Alan Kardec. Et aussi pour pouvoir partager quelques moments ensemble sur cet idéal qui nous unit, donc qui est la philosophie spirit. Donc 40 minutes ou peut-être même 35 puisqu'on a déjà perdu 5 minutes, mais c'est pas grave. Je vais vous parler donc du sujet qui a à l'écran. Donc les 160 ans du spiritisme, ça en fait c'était l'année dernière, c'est 160 ans de la première publication du Livre des Esprits. Et cette année, les 150 ans de la Genèse, donc le 4 janvier 1868, c'est là où ce livre a été lancé pour la première fois, ici à Paris, donc il y a 150 ans maintenant. Et donc Kardec, il est mort un an après, c'est pour ça que c'est le 149e anniversaire de sa désincarnation. L'année prochaine, ce sera le 150e. Ces 160 ans du Livre des Esprits ont été commémorés partout dans le monde. Vous pouvez voir, je vous donne quelques... comment dire, ce visuel qui a été fait par le Conseil Spirit International en plusieurs langues. Et il y a eu énormément de commémorations l'an dernier, y compris le 4e congrès sud-américain qui a eu lieu à Bogota en octobre l'année dernière, et où j'ai eu le bonheur de pouvoir participer et puis de donner une conférence justement sur un thème de la Genèse. Le Livre des Esprits, donc vous voyez la première couverture et puis celle d'aujourd'hui, c'est un livre révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est, bien qu'à l'époque, il y avait déjà le magnétisme qui était développé par Mesmer, il y avait déjà quelques courants de libre pensée, il y avait quelques courants aussi de spiritualisme rationnel, mais ce livre, c'est vraiment le premier où vous trouvez toutes ces questions fondamentales qui étaient du domaine des religions, donc les questions de l'existence de l'âme, de la survie de l'âme, qu'est-ce qui se passe après la mort, la réincarnation et tout ça. C'était des sujets qui étaient traités par les religions traditionnelles et très souvent de façon dogmatique, c'est-à-dire qu'on disait c'est comme ça, mais sans donner plus d'explications, et puis il fallait y croire, point barre, quoi. C'est l'approche dogmatique religieuse traditionnelle. Et Kardec, dans ce livre révolutionnaire, entre guillemets, a vraiment fait pour la première fois une analyse scientifique basée sur des faits, sur la phénoménologie, en utilisant une méthodologie solide, en utilisant la raison et le bon sens pour traiter ces questions qui étaient donc, comme je l'avais dit, du domaine des religions. Voilà. Alors 2018, c'est aussi les 150 ans de la Genèse. Donc là, vous avez une image. Alors, malheureusement, j'en ai pas amené. On aurait dû en emmener. Une nouvelle édition économique qui a été imprimée par le mouvement Spirit francophone. Et donc, on l'a fait comme on a déjà le Livre des Esprits et l'Évangile selon le spiritisme. Un prix de vente public, 7,50 €. Et pourtant, c'est un livre A5. C'est pas du papier à envelopper le beurre. C'est quand même avec une certaine qualité. Réalisant cela, le vœu d'Alan Kardec qui voulait que ces livres soient mis à disposition à des prix très populaires. Et donc, ça y est, bon, maintenant on le fait pour diffuser un maximum ces livres. Et on s'est rendu compte du succès au dernier... Enfin, vous êtes rendu compte au Salon Parapsy. J'ai malheureusement pas pu venir parce que j'étais en arrêt maladie. Qu'au bout de 2-3 jours, il n'y en avait plus. On en avait emmené plusieurs dizaines et puis tout était parti. Donc, on est sur la bonne voie pour la diffusion de cette philosophie et continuons, quoi. Alors la Genèse, je vais en dire quelques mots supplémentaires. Cette nouvelle édition, elle est conforme à la 4e édition de 1869 et non plus à la 5e édition qui est celle qui avait été imprimée depuis 1872 et qui est d'ailleurs encore aujourd'hui imprimée par différentes maisons d'édition comme la Diffusion Scientifique, comme les éditions Filmant. Alors pourquoi est-ce qu'on est revenu à la 4e édition ? C'est parce que il y a des recherches récentes qui ont été faites aux Archives nationales ici à Paris et à la Bibliothèque nationale de France qui ont établi que Alan Kardec avait imprimé lui-même donc 2000 exemplaires de la 4e édition en février 1869, c'est-à-dire 6 semaines avant de se désincarner.
Et pendant longtemps, il avait été vu, dit et écrit que la 5e édition était identique à la 4e. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est faux. La 4e est identique aux 3 premières, donc celle de 1867 qui a été lancée en 68, et les 2 autres éditions qui ont suivi, puisque il y avait 3000 exemplaires de vendus à l'époque. Et donc, quand vous allez à la Bibliothèque nationale de France, vous trouverez en dépôt légal la première édition, et la deuxième, vous trouverez la 5e édition. Et la 5e édition, elle a été déposée en décembre 1872, c'est-à-dire plus de 3 ans après la mort d'Allan Kardec. Et donc là, comme Kardec avait lui-même fait imprimer la 4e édition identique aux 3 premières, 6 semaines avant de mourir, plus le fait que cette 5e édition elle est sortie 3 ans après sa mort, ça a mis des doutes sérieux sur le fait que, en comparant les révisions, il y a eu des modifications assez substantielles dedans. Il y a plus d'une 50aine de pages supprimées de la 5e. Pourtant, il y a écrit sur la couverture, il y a écrit « augmenté ». En fait, il y a 50 pages de moins. Donc, c'est à la limite presque un mensonge. Et ensuite, quand on analyse les changements, il y en a certains qui sont pertinents. Mais par contre, il y en a d'autres où vraiment on ne voit pas la raison pourquoi il y a autant de paragraphes et de choses qui ont été supprimées. Et donc, comme en plus, en 1880, il y a eu une dénonciation d'Henri Sauce qui disait que c'est Pierre Gaëtan Lesmarie qui a modifié lui-même la Genèse, a continué de dire que c'était Kardec. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, puisque c'est contraire à la Convention de Berne. Vous n'avez pas le droit de modifier un livre d'un auteur et continuer à dire que c'est cet auteur qui l'a écrit. C'est ce qu'on appelle la violation du droit moral. Et donc, dans le doute, on n'a bien sûr aucune preuve, puisque les originaux, les papiers ont disparu. On a décidé au mouvement spirit francophone, OK, on remet la 4e, parce que là, on est 100% sûr que c'est vraiment celle d'Allan Kardec. Voilà. Alors, rassurez-vous, si vous avez déjà lu et étudié la Genèse dans la 5e édition, il n'y a pas de gros changements, il n'y a pas de modification substantielle du fond, du contenu de l'œuvre. Ce sont plus des modifications de forme, des petits ajouts et puis beaucoup de suppressions. Voilà. Donc là, ce livre, c'est donc conforme à la 4e édition. Là, on est 100% sûr que c'est bien Kardec qui l'a écrit. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous y répondre tout à l'heure. 2018, on continue aux anniversaires. C'est aussi les 160 ans de la revue Spirit, qui a été lancée le 1er janvier 1858. Donc là, vous voyez, c'était encore rue des Martyrs. Il habitait encore rue des Martyrs, Kardec. Et donc, vous voyez, changer de sa propre main. Passage Sainte-Anne, numéro 69. Et donc, cette première édition de la revue Spirit a aussi cette année 160 ans. Et il y a aussi les 160 ans du premier groupe Spirit en France, qui est la Société parisienne des études Spirit. Voilà. Alors, juste rapidement, donc, il est né le 3 octobre 1804 à Lyon. Vous pouvez voir ce menhir en commémoration sur le prolongement de la rue Sala. Si vous allez à Lyon, allez le visiter parce que c'est un monument qu'on a réussi à mettre en accord avec la mairie de Lyon, qui l'entretient. Chaque fois qu'il y a des tags, il le nettoie, etc. Et qu'on a posé donc en 2005 à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Alors, il est né à Lyon, mais il n'a jamais habité Lyon, comme il le dit. Il écrit dans la revue Spirit, « J'ai jamais habité Lyon ». Parce qu'en fait, l'endroit où il est né, c'était un établissement thermal dont une des propriétés, c'était d'aider les femmes enceintes qui avaient du mal qui avaient des problèmes au niveau de la grossesse, quoi. Et donc, elle était comme si c'était un établissement thermal de cure. Et son père, à l'époque, il était à Paris. Et c'est pour ça que, pour ne pas laisser sa femme toute seule, il l'a laissée donc dans cet établissement thermal avec tous les médecins et puis les soins avec les eaux salées qu'il faisait à l'époque, les eaux minérales factices, pour que tout se passe pour le mieux possible. Alors là, juste vite fait, vous voyez qu'à gauche qu'il avait un grand frère qui était né en 1796 et mort en 1802 à 6 ans. Et une grande sœur qui était née en 1799 et qui est morte en 1801 à 2 ans. Donc la pauvre mère de Kardec, elle avait déjà perdu 2 enfants en bas âge.
Son père a été guillotiné par les révolutionnaires en 1793. Enfin bon, donc vous voyez, c'était des conditions familiales assez quand même difficiles, peu d'années après 1789, après la Révolution. Et donc, là, vous avez la mère, Jeanne-Louise Duhamel, hein, et puis donc le grand-père qui a été guillotiné, et puis vous avez les autres membres de la famille, y compris son oncle, François Duhamel, qui, on en reparlera tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, vous avez le père, Jean-Baptiste Antoine Rivail, qui était juge militaire dans l'armée des Alpes, qui était dirigé par le général Napoléon à l'époque. Napoléon qui s'est donc couronné empereur en 1804 et qui donc avait appelé les cadres militaires de l'armée des Alpes, y compris le père de Kardec, pour venir à Paris à l'époque. C'est pour ça qu'il était à Paris quand il est né, quand le petit est né. Et puis donc on trouve aussi assez facilement les grands-parents. Et là vous voyez aussi que le père, il a disparu vers 1807. C'est-à-dire un jour, il a été envoyé apparemment en Espagne. Il y avait la guerre du Portugal et de l'Espagne à l'époque. Et il n'en est jamais revenu. Et puis la guerre d'Espagne, c'était un peu une guérilla, donc il a probablement été assassiné quelque part, sans que ce soit vraiment une bataille, sans qu'il y ait pu avoir de registre ou quoi que ce soit pour comprendre vraiment ce qui s'était passé avec lui. Donc vous voyez, encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration pour sa mère. Le père guillotiné, quand le père était guillotiné, lui-même, son mari, elle était mariée depuis même pas 1 an, il était emprisonné par les mêmes révolutionnaires qui ont guillotiné son père, mais heureusement ils l'ont relâché au bout d'1 an, qui a perdu 2 enfants en bas âge, qui a le 3e enfant, et quand l'enfant il avait 2-3 ans, il y a son mari qui disparaît. Donc ça fait beaucoup à encaisser pour une seule personne, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce que c'est elle et sa grand-mère, la grand-mère maternelle de Rivail, qui l'ont élevée. Et elle, donc, elle habitait dans une ville qui s'appelle Saint-Denis-les-Bourgs, à côté de Bourg-en-Bresse. Et donc c'est là que le petit Rivail, il a grandi. Et c'est donc aussi de là que donc, sa grand-mère et sa mère l'ont envoyé étudier à Yverdon. Pardon ? C'est pas le grand-père ? Grand-mère ? Ah, pardon. Autant pour moi. Lui, il a été guillotiné, 794. Et donc, c'est la grand-mère, effectivement. Il a été... En fait, la famille était composée de lui, de la mère, et puis de l'oncle, François Duhamel. Voilà. Alors, là, je parle un peu d'Amélie. Donc, il s'est marié le 6 février 1832 avec Amélie Boudet. Et donc, là aussi, on arrive assez facilement à trouver les ascendants d'Amélie. Et puis, c'était là aussi des notaires sur Paris. Si vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus, donc je n'ai pas encore écrit de livre sur le sujet, mais il y a un article dans la revue Spirit, donc je pense que Jean-Pierre Pipineau il doit pouvoir vous la procurer encore. Et puis j'ai aussi publié des choses pour ceux qui lisent le portugais dans Reformador, avril 2014. Donc vous allez sur le feed de la FEB, vous pouvez télécharger tout ça pour avoir beaucoup plus de détails sur sa jeunesse. Donc, sa mère et sa grand-mère l'ont donc amené à étudier à Yverdon. Donc, j'ai retrouvé la semaine dernière la preuve, une trace à Yverdon de la présence d'une Jeanne-Louise Rivail, avec quelqu'un qui me dit « Est-ce que vous savez qui c'était ?» J'ai dit « Mais oui, c'était sa mère. » Parce que nulle part, il y a beaucoup de documents d'Yverdon qui ont été perdus. Il n'y a plus les listes d'élèves, par exemple. Donc, on n'a rien trouvé sur Hippolyte Léon-Donisa Rivail, mais au moins il y a eu Jeanne-Louise Rivail, sa mère qui était là-bas, donc ça confirme. On a enfin reçu cette confirmation. C'était un institut, donc, excusez-moi, qui fonctionnait à Yverdon. Il suivait la pédagogie de Rousseau, qu'il avait développée. Et donc c'était vraiment une école modèle en Europe. Et vous aviez des enfants qui venaient de partout, de toutes les cultures, toutes les langues, toutes les religions. Et ça a donné au jeune Rivail une très grande ouverture culturelle. Il parlait plusieurs langues. Ça a énormément aidé pour qu'il puisse donner, par exemple, au livre des esprits et les autres livres qu'il a écrits,
ce caractère universel qui fait que ces livres sont vraiment très bien perçus et très bien compris, quelle que soit la culture et quelles que soient les langues. Voilà. Donc le 1er février 1823, vous voyez, il avait 19 ans à peine. Il avait déjà annoncé son premier livre, qui a été effectivement imprimé donc, le 6 décembre 1823, cours pratique et théorique d'arithmétique, d'après la méthode de Pestalozzi, avec des modifications, etc. Donc à 19 ans, il était déjà à Paris, et il avait commencé son travail de professeur, quoi, de pédagogue. Et donc vous voyez les couvertures de tout ça qu'on peut trouver sans problème à la Bibliothèque nationale de France. Donc vous voyez, 1825, il avait déjà fondé une école du premier degré. Donc à 21 ans, il avait son propre institut d'études. Vous voyez là, août 1825, c'était la première rentrée. Donc on a retrouvé un diplôme, Société d'engagement pour l'industrie nationale. Alors ça c'est intéressant parce que c'était dans le département de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Donc c'est une société qui est maçonnique et il était membre correspondant de cette société. Et c'est pour ça que là aussi il y a une confusion dans pas mal de biographies. Il y en a qui disent que Kardec était maçon. En fait il n'était pas. Son père, oui, il était probablement maçon et ça reste encore à confirmer. Et lui, donc, comme c'est la société où son père était, ils l'ont quand même appelé comme membre correspondant. Donc il était membre correspondant d'une société maçonnique, mais il n'a pas été initié suivant les procédés maçonniques, quoi. Et donc dans ce document-là, on voit aussi, donc, en août 1825, qu'il avait chef d'institution, rue Richet, numéro 9. Donc ça, c'est un plan pour l'amélioration de l'éducation publique qu'il avait fait à la demande du gouvernement qui avait lancé un concours, quoi, à l'époque pour essayer de réformer le système d'éducation. C'était une époque où le gouvernement était plutôt laïque et donc c'est pour ça que son institut, qui n'était pas religieux, fonctionnait bien. Mais malheureusement, quelques années plus tard, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de révolutions au XIXe siècle, ça a changé, c'est les jésuites qui sont revenus au pouvoir et donc ils ont essayé d'écraser, d'étouffer tout ce qui n'était pas religieux. Et c'est donc vers 1830-35 son institut a malheureusement dû fermer parce que, à cause de cette opposition, quoi. Il a traduit Télémaque en allemand, 1830, donc il maîtrisait parfaitement aussi la langue allemande, évidemment. Voilà. Alors, au XIXe siècle, donc il a poursuivi donc cette carrière d'éducateur, et même une fois que son école était fermée, il continuait à donner des cours chez lui, et il a continué à écrire d'autres ouvrages pédagogiques. Et au XIXe siècle, ils se sont aussi commencé à se produire différents phénomènes, comme les tables tournantes, le spiritualisme américain avec les phénomènes de Hydesville. Et donc, c'était vraiment une espèce d'invasion de phénomènes à effet physique, tangibles, qui se produisaient de par le monde. Et les esprits cherchaient certainement à l'époque à attirer l'attention de l'humanité. Ils étaient en train de préparer justement l'avènement de ce qui avait suivi après, quoi, avec l'établissement de la philosophie spirit. Il y avait déjà des magnétiseurs ou des mesméristes qui étaient spiritualistes. Donc ceux-là, ils avaient déjà avancé l'hypothèse de l'existence de l'esprit et que les esprits peuvent se communiquer aux humains. Ils le voyaient très bien dans certains cas de somnambulisme et des choses comme ça. Mais il y avait aussi les mesméristes matérialistes qui disaient non, c'est des propriétés du cerveau, etc. Donc qui niaient déjà cette existence de l'esprit à l'époque. Et c'est en 1854 donc, qu'il a commencé à observer les phénomènes. Et une des premières constatations qu'il a faites, c'était la table vraiment bouge, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de triche. Et donc c'est un effet, cet effet doit avoir une cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et la deuxième constatation qu'il a faite quand il a vu que des fois on recevait par l'intermédiaire de ces phénomènes des réponses intelligentes, il a dit « tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente ». Et c'est à partir de là qu'il a dit « maintenant je vais consacrer… il avait déjà 50 ans à l'époque, donc, 1854, c'est ça.
Je vais consacrer maintenant mon temps et ma vie à essayer de chercher, parce qu'il avait entrevu, puis certainement l'intuition, l'inspiration spirituelle, et puis les communications qu'il avait reçues de ses guides spirituels qui lui disaient clairement, voilà, tu as du boulot mon gars. Et donc il a pris le taureau par les cornes et il a dédié le reste de sa vie à ça. À l'époque, il habitait rue des Martyrs, numéro 8, comme vous l'avez vu sur la couverture de la revue Spirit. Et j'ai trouvé, ça c'était l'année dernière, ici à Paris, donc c'est aux archives municipales, le décès de son oncle, justement le fameux François Duhamel. Parce qu'à l'époque, je cherchais Jeanne-Louise, parce que Jeanne-Louise, j'ai toujours pas trouvé où et quand elle était décédée. Donc si jamais quelqu'un, vous avez une piste là-dessus, s'il vous plaît, parce que bon, j'ai cherché tous les Duhamel. Alors les Duhamel, le problème c'est qu'il y en a énormément. À Paris, il y en a des centaines. Donc je me suis vraiment, j'ai pris toutes les fiches une à une. En cherchant Jeanne-Louise, moi je suis tombé sur François. Donc à cette époque-là, Jeanne-Louise, elle était déjà décédée, ça c'est sûr, hein, puisque Kardec, il avait demandé aux esprits, est-ce que l'esprit de ma mère pourrait se communiquer à moi? Les esprits lui ont répondu, oui, elle pourrait. Donc elle était déjà désincarnée à cette époque. Mais son oncle, on voit que donc il est mort, il habitait rue des Martyrs numéro 8, et il est mort en 1855, c'est-à-dire quand Kardec, le jeune Riva, il étudiait déjà ces phénomènes du spiritisme. Et ce qui est remarquable, c'est que cet oncle, c'était quand même une personne un peu problématique, il faisait du négoce avec de l'alcool, il était un peu, comment dire, vicié au jeu. Il avait plus ou moins ruiné la famille, qu'il avait obligé à vendre l'Institut Rivail aussi. C'était la deuxième raison pour laquelle elle a dû fermer. Enfin bon, il a posé pas mal de problèmes. Et pourtant, on voit que Rivail et Amélie, ils l'ont gardé chez eux à la maison. Ils se sont occupés de lui jusqu'à sa désincarnation quand il avait plus de 80 ans, quoi. Donc on voyait qu'ils avaient déjà, avant même d'être spirit, ce fond d'amour et de charité. Voilà, donc en 1857, il a écrit le premier livre, qui est le livre des esprits, donc qui a fait 160 ans l'année dernière. Et là, vous voyez le résumé du contenu du livre, d'après ce que Kardec lui-même a écrit sur la couverture. Il me reste combien de temps, Philippe ? 10 bonnes minutes. Donc, je pense que vous avez eu le temps de lire. Alors on retrouve aussi, je suis venu à Paris hier en fait pour passer aux archives nationales et donc j'ai pris 250 photos de documents sur Kardec, enfin on trouve vraiment beaucoup de choses. Il y a un potentiel immense ici pour faire des recherches à Paris, pour essayer de comprendre mieux l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et ben, quand on cherche aussi, on trouve des photos du Palais Royal. À l'époque, donc vous voyez, c'était bien différent d'aujourd'hui. C'était une charpente en bois avec des verrières au-dessus. Donc c'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais sur cette illustration, on voit ici, vous voyez, Dantu libraire. Et donc c'est dans cette librairie que ce livre des esprits a été pour la première fois publié en 1857. C'était un petit peu le centre commercial de l'époque. Hein. Donc là, toujours en cherchant, on trouve encore une fois, là, vous voyez, le Dantu libraire. Hein. Et puis cette photo, pareil, on la trouve à la Bibliothèque nationale de France. Et d'après la Bibliothèque nationale de France, c'est une photo de l'intérieur de la librairie Dantu, donc de l'intérieur de cette librairie où a été lancé ce livre. Après ce livre, il a fait la deuxième édition définitive en 1861. Puis il a fait le livre des médiums aussi en 1861, l'Évangile selon le spiritisme en 1864, Le ciel et l'enfer en 1865 et la Genèse en 1868. C'était son 5e et dernier livre. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le Pentateuque, hein, ou les 5 livres de base qui parlent de la philosophie spirit. Voilà, donc il s'est désincarné, on l'a déjà vu, le 31 mars 1869. Et maintenant, je vais juste, comme pour les 150 ans de la Genèse, j'ai mis 2 ou 3 diapos avec des citations. Alors, qui c'est qui n'a pas encore lu la Genèse? Vous l'avez tous? 1, 2, 3.
Alors, les personnes qui l'ont lu, il vous a plu le livre? Bon, alors vous avez certainement lu la... Pardon? C'est compliqué, il faut que je le relise. Exactement. Le lire, c'est facile. L'étudier, c'est un petit peu plus ardu. Notamment le premier chapitre qui s'appelle « Caractère de la révélation spirit ». Alors ça, c'est vraiment... là, on voit la quintessence de la pensée d'Alain Kardec, parce que c'est lui qui l'a écrit, et il fait des raisonnements dans ce chapitre qui montrent à quel point la puissance de la pensée de cet homme. Et moi, je vous dis, j'ai peut-être déjà lu 15 ou 20 fois ce chapitre, mais chaque fois, là je l'ai encore une fois relu récemment pour faire la comparaison entre la 4e et la 5e. Hein. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, j'ai un fichier Word avec le track change, où vous voyez toutes les modifications, point par point, virgule, mot par mot, de ce qui a changé. Et bien, chaque fois que je le relis, je redécouvre des choses dedans, tellement c'est profond, tellement c'est dense. Et celui-là, effectivement, on a un peu il faut le lire plusieurs fois. Après, vous avez beaucoup d'autres paragraphes qui sont très intéressants, des chapitres, notamment Flammarion qui parle de la genèse matérielle, hein, de la cosmogonie, et la théorie qui est avancée dans le livre, donc que Kardec a repris avec l'aide de Flammarion, c'est celle qui, aujourd'hui, est toujours, comment dire, scientifiquement, la plus probable. Donc, vous voyez, en 150 ans, alors que au niveau de la formation de la Terre, il y a eu tellement de théories différentes, la seule qui vraiment aujourd'hui tient encore debout, c'est celle que Kardec avait déjà présentée à l'époque. Mais après, il traite aussi de la jeunesse spirituelle, donc là, c'est vraiment inédit, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui découle des 4 autres livres qui ont été faits avant, et qui permettent d'expliquer les esprits, d'où ils viennent, comment ils ont été formés, comment ils ont évolué au niveau de la Terre, pour la vie d'abord sous des formes embryonnaires, pour devenir ce que nous connaissons de l'être humain aujourd'hui, quoi, avec le développement de l'intelligence et du libre arbitre, quoi. Vous avez un paragraphe aussi sur les fluides. Ça vous dit quelque chose? Voilà, donc, fondamental. Aujourd'hui, on parle de passe magnétique. Donc Kardec, il n'en parle pas vraiment dans ses livres. Mais il y a ce chapitre sur les fluides qui est fondamental pour les passes magnétiques. Fondamental. Il ne dit pas passe magnétique, mais ce chapitre sur les fluides, il explique vraiment toutes les bases de ce qui a été développé par la suite. Voilà. Après, vous avez aussi les miracles, les prévisions selon les évangiles. Il parle notamment de la vie de Jésus, de la disparition de son corps, de ce genre de choses, quoi. Il parle aussi des prophètes pour montrer qu'en fait c'était des médiums, mais qui venaient annoncer des choses sous des formes un peu allégoriques, mais qu'en les relisant aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement ils avaient pressenti tout ce qui était venu par la suite. Il parle aussi des prévisions, c'est-à-dire comment est-ce que les esprits peuvent voir l'avenir. Hein, donc c'est très intéressant. Avec l'image de l'observateur qui est sur une montagne et puis la personne qui marche sur un sentier dans une forêt. Enfin, ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, les esprits, si vous voulez, ils ont beaucoup plus de recul par rapport, que nous par rapport aux événements de la vie. Et donc ils arrivent à voir, à anticiper, sans jamais avoir la certitude, mais avec une probabilité. Ben voilà, donc telle personne, elle a tel risque. Voilà. Et puis après, le dernier chapitre dont j'ai mis les citations ici pour terminer, c'est les signes de temps sont arrivés. Donc là, il parle de la transition, que la Terre, c'est un monde d'expiation et d'épreuve, encore aujourd'hui, où le mal domine sur le bien. Il suffit de regarder les journaux tous les jours pour s'en apercevoir, malheureusement. Mais elle est en train de changer, d'évoluer vers un monde de transition, où il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Et donc, cette transition, il explique dans les détails comment elle se produit. Donc, par l'émigration des esprits les plus arriérés, qui vont, eux, aller se réincarner dans un monde primitif, hein, comme dans l'homme des cavernes ou quelque chose comme ça, et d'autres esprits qui viennent d'un monde plus avancé vers la Terre, donc pour se réincarner ici, et donc pour aider la Terre à progresser. Et donc ça, ce sont des choses qu'on voit dans la majorité des philosophies spiritualistes. Quand on parle d'enfants indigos,
on parle de la fin du calendrier Maya, on parle de... il y a l'ère du Verseau. Il y a tellement d'interprétations par rapport à ça. Et il explique donc ce processus. Et puis, récemment, on a eu aussi, au mois de mai l'année dernière, avec la personne qui a accompagné Divaldo, il a parlé, par exemple, des autistes Asperger. Quelqu'un était à la conférence de Divaldo l'an dernier? Il parlait des autistes Asperger. Et donc, il y a Danilo qui était avec lui, à qui on a posé une question. Comment est-ce qu'on interprète l'autisme Asperger? Les autistes Asperger, ce sont des enfants qui sont en fait très bons et très intelligents, mais autistes. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se relationner, à entrer en relation avec leurs petits amis. Ils trouvent tout chiant, ils les trouvent tous nuls. Enfin voilà. Et en fait, une des explications qu'il a avancées, parce que Juan Danilo, il est médecin, donc il a un institut où il traite pour aider les autistes en Équateur depuis plusieurs années. Et donc son observation, c'est de dire les Asperger, c'est peut-être justement de ces esprits qui viennent d'une autre planète. Et quand ils arrivent sur Terre, ils trouvent ça tellement encore bas par rapport à où ils viennent, qu'il leur faut une vie ou deux comme ça pour pouvoir se remettre, je dirais, quelque part à notre niveau, et puis nous aider donc à nous tirer vers le haut. Voilà. Alors, là, vous l'avez peut-être déjà lu pendant que je parlais. C'est juste, l'humanité a accompli jusqu'à ce jour d'incontestables progrès. Les hommes, par leur intelligence, sont arrivés à des résultats qu'ils n'avaient jamais atteints sous le rapport des sciences, des arts et du bien-être matériel. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, 150 ans plus tard? On ne peut plus d'actualité. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas les PC, il n'y avait pas les téléphones, machin, il n'y avait rien. Hein? Parce que là, il parlait les trains, on en était vraiment au rudiment de la science et de la technologie. Donc on voit 150 ans plus tard, ça a continué à se développer encore plus, mais il leur reste encore un immense progrès à réaliser, c'est de faire régner entre eux la charité, la fraternité, la solidarité pour assurer le bien-être moral. Donc ça, pareil, on ne peut plus d'actualité. Ce n'est plus seulement le développement de l'intelligence qu'il faut aux hommes, c'est l'élévation du sentiment. Et pour cela, il faut détruire tout ce qui pouvait surexciter en eux l'égoïsme et l'orgueil. Qu'est-ce que vous en pensez? Pareil. Hein? Donc l'égoïsme et l'orgueil, c'est ce qui freine le plus l'être humain dans son évolution vers le bonheur. Et donc c'est vraiment ce contre quoi il faut qu'on travaille, qu'on lutte. Hein? La fraternité doit être la pierre angulaire du nouvel ordre social. Et Léon Denis a beaucoup développé ça. Il a dit, ok, la démocratie c'est bien, mais une démocratie sans avoir un idéal de fraternité, ça ne fonctionne pas. Et on le voit, il y a les corruptions qui s'installent, il y a d'autres choses qui viennent polluer les choses. La politique, entre guillemets, où les gens ils vont plus pour promotion personnelle ou pour avoir un beau palais avec des murs dorés, des choses comme ça, beaucoup plus que pour servir le peuple. C'est malheureusement ce qu'on voit encore trop dans le monde. Et les personnes qui devraient nous diriger, justement, ce sont celles qui sont non seulement intelligentes, mais qui ont aussi cette évolution morale et cette bonté. Et donc il dit, il n'y a pas de fraternité réelle, solide et effective si elle n'est appuyée sur une base inébranlable. Et cette base, c'est la foi. Alors la foi, vous avez la foi, tous les religieux ont la foi. Il y a ce qu'on appelle la foi aveugle. Les musulmans, par exemple, cet individu-là qui... C'était pas un musulman, mais bon, voilà. Ça peut générer le fanatisme. Et ils arrivent à commettre des choses complètement absurdes au nom de Dieu. Voyez ? Alors là, il fait bien la différence. Il faut que la foi aveugle devienne une foi raisonnée. Hein ? Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à toutes les époques de l'humanité. Si on croit, nous, en la réincarnation en tant que spirit, c'est plus une croyance, c'est une certitude. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, on a vu les phénomènes, les esprits viennent nous le dire et nous le répéter, on a parfois nous-mêmes des réminiscences du passé, on sait analyser tout ça, on sait mettre de l'ordre là-dedans. Moi, personnellement, je ne veux pas trop savoir ce que j'ai été parce que
comme on évolue toujours en positif, je ne veux pas savoir trop les bêtises. Et puis c'est pour ça qu'on a heureusement cet oubli des vies passées qui nous aide justement à tirer un trait et puis à aujourd'hui construire et faire ce qu'il faut pour être meilleur demain. Voilà. Donc une foi dans des principes fondamentaux que tout le monde peut accepter. Dieu, l'âme, l'avenir, le progrès individuel infini, indéfini des esprits, la perpétuité des rapports entre les êtres. Et donc c'est justement cette foi, cette base que Kardec nous a amené dans la philosophie spirit, notamment le livre des esprits. Voilà, je vais accélérer un peu. Bon, ça, ce sont des livres de chercheurs brésiliens. Ils ont fait des choses fantastiques sur le mouvement spirit en France. Et bon, s'il y a des gens si vous connaissez des traducteurs, là, ce sont des livres qui sont vraiment extrêmement intéressants à traduire. Comme je l'ai dit ce matin aussi au cimetière, il faut vraiment qu'on fasse le maximum en l'honneur de notre frère Nestor Mazzotti, donc qui s'est désincarné il y a 2-3 ans et qui est toujours là à l'état d'esprit pour nous aider. Il a fait un travail énorme au niveau de pouvoir avoir ses livres dans le maximum de langues, parce que le spiritisme ne se développera que le jour où ces livres-là seront vraiment à la disposition de tout le monde dans toutes les langues. Voilà. Donc ça change aujourd'hui. Il me reste combien de temps là? J'ai dû dépasser. Hein. C'était juste dans les temps. D'accord. Donc vous voyez, pour ceux qui comprennent l'allemand, 2/3 des Allemands croient en la vie après la mort. 2/3. Ça veut dire qu'il y en a même encore un peu plus qui sont spiritualistes. Donc, les gens ils y croient déjà. Il suffit maintenant à nous d'apporter un peu de logique là-dessus en disant, ben oui, mais écoutez, le spiritisme, il vous donne des détails là-dessus. Vous y croyez déjà, donc étudiez, voyez, vous verrez. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est paru dans Science et Vie. Donc, vous avez demandé aux gens, est-ce que vous croyez qu'on peut se rappeler d'une vie antérieure? 42% des Français croient qu'on peut se rappeler d'une vie antérieure. Donc non seulement ils sont spiritualistes, mais en plus ils sont réincarnationnistes. Vous voyez? Donc il ne faut pas hésiter, faut en parler. Même s'il y en a encore, évidemment, dans le tiers qui reste, et puis dans les 50% qui restent là, vous aurez toujours ceux qui vont se moquer de vous, qui vont vous... Mais oubliez, on a déjà la majorité avec nous. Allons-y, allons-y. Et puis, donc là, c'est les nouveaux phénomènes, et Ben Alexander. Alors lui, il est vraiment clair. Hein. Il a fait une NDE, il a vu les IRM et les scanners de son cerveau totalement inopérants à cause de la méningite. Et pourtant, à ce même moment, quand son cerveau ne fonctionnait plus, il a eu des perceptions comme une NDE. Donc lui, il dit clairement, la conscience ne peut pas, alors il est vraiment très catégorique dans ses affirmations, être le produit du cerveau. C'est l'inverse, quoi. Le cerveau, c'est pas... La conscience réside ailleurs, donc dans l'esprit, et le cerveau, c'est juste le transmetteur. Et vous avez aussi, au niveau scientifique, donc Mario Beauregard, Gary Schwartz, et puis certains autres, ont maintenant fait un manifeste sur Internet pour dire il faut que la science arrête. On ne peut pas rester avec un paradigme matérialiste, il faut passer à un paradigme spiritualiste. Donc ça aussi, c'est le grand changement qui est en train de s'opérer. Là aussi, un grand merci à Marlène Nobré, qui pareil, s'est désincarnée il y a 2-3 ans, mais le travail continue. Vous voyez, là, on était à Bruxelles l'année dernière. L'année prochaine, ce sera au Luxembourg. Si vous pouvez venir, venez, parce que ça vaut vraiment la peine. Et là, vous voyez les médecins qui vous apportent des statistiques, des preuves, des études qui démontrent effectivement que ça peut pas, la médecine ne peut pas avancer sans l'esprit, quoi. Voilà. Et donc, 799 du livre des esprits. Quelle manière le spiritisme peut-il contribuer au progrès? En détruisant le matérialisme qui est une des plaies de la société. Il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent. En détruisant les préjugés de secte, de caste et de couleur, il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme frères. Donc ça, c'est ça qu'il faut marteler, 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 marteler. Et on y est presque là, ça va vraiment venir. Et puis pour terminer, donc c'est toujours cette belle phrase de Kardec, il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. Et je vous remercie pour votre attention. Puis désolé d'avoir passé 2 minutes. Puis
puis à votre disposition pour les questions à la fin.